remporté un franc succès en multipliant le nombre de cartes et de votants par 3, avec 3 fois plus d'adhérents donc à LR entre le mois de février, début de la campagne, et l'élection qui a eu lieu ce week-end, ne fait jamais passer ce nombre de votants que de 40 000 à 120 000. On est très loin des étiages de ce qu'était l'UMP lorsqu'elle était force dominante ou encore en train de jouer le jeu pour l'accession au pouvoir, comme en 2012 où elle revendiquait à ce moment-là plus de 320 000 adhérents. Puis ce score, quand bien même il est large et finalement assez clair, ne tranche rien. Sinon, l'élection à la tête de LR. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'attendait à ce que la bataille, le duel pour cette élection à la présidence de LR puisse permettre de dégager le futur candidat à l'élection présidentielle. Et comme la campagne finalement a été une campagne interne sur des lignes assez proches entre M. Vauquier et M. Retailleau, et bien finalement, rien de nouveau sous le soleil et la bataille pour la présidentielle au sein de LR va commencer demain, ce matin même, avec les candidats qui sont dans le KGB en train d'attendre la suite et la question qui n'a toujours pas été tranchée, qui est celle de l'orientation. Où LR pense-t-il trouver un espace? Est-ce qu'il pense le trouver à sa droite, du côté du RN, de Reconquête ou de l'initiative de l'Union des droites qui avait été prise par Monsieur Ciotti que ce scrutin visait à remplacer, ou est-ce que ce serait par un élargissement vers le dit bloc central, voire jusqu'à la droite du Parti socialiste? D'une certaine manière, non seulement rien n'est tranché, mais on voit bien que LR n'a pas les cartes en main et que c'est plutôt les dynamiques internes, ce qui est en train de se passer au sein du Rassemblement national, avec la possible bascule de candidature de Madame Le Pen sur Monsieur Bardella et les résistances qui existent au sein du RN, ou ce qui est en train de se passer au sein du bloc central, qui détermineront de la stratégie et des possibilités de LR. Donc d'une certaine manière, élection pour rien du côté de LR. Après LR, il y avait une autre élection qui était une élection législative partielle. Alors je sais bien, on a tendance en France à se dire ce n'est jamais que des partiels et tout cela ne permet pas de tirer des enseignements. Ben, ça mérite quand même d'y jeter un coup d'œil parce que la succession des scrutins commence à donner une idée. Cette partielle avait lieu dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire. C'était un candidat Rassemblement national sortant qui voyait son siège remis en jeu 10 mois après le scrutin. Et ce qu'on peut constater à ce moment-là, avant même le scrutin, c'est l'extrême confusion de la scène politique nationale qui se retranscrit au niveau local. Ce que je veux dire, c'est que le candidat RN revenait à la candidature et se représentait pour se succéder à lui-même. Mais de l'autre côté, il y avait un candidat estampillé d'une certaine manière, candidat gouvernemental qui avait pour suppléante, cette candidate avait pour suppléant un collaborateur de Monsieur Bayrou. C'était une candidate Horizon et qui avait annoncé qu'elle siégerait au sein du groupe Renaissance et non pas Horizon si elle était élue. Et puis il y avait un candidat qui avait annoncé lui qu'il siégerait au sein du groupe LR s'il était élu, mais qui n'avait pas l'investiture de LR pour cette élection. Et à gauche, c'était la pagaille pareillement, puisque là où il y avait eu une candidature du NFP la dernière fois, eh bien il y avait cette fois une candidature LFI qui se revendiquait du NFP, soutenue par les Verts, mais pas par le Parti communiste qui ne prenait pas parti entre cette candidature et une candidature issue du Parti socialiste. Voyez la pagaille qui existait avant le scrutin. Et ben, ça a donné quoi? Ben, ça a donné des résultats finalement qui sont assez cohérents par rapport à ce qu'on voit actuellement. Le candidat du RN s'est maintenu à des étiages importants. Il avait fait 35% la fois précédente en juin. Il fait quasiment 32% cette fois. Le candidat issu plus ou moins de LR, lui, s'est hissé à 25,5%, pourra donc concourir au deuxième tour, quand la candidate, elle, du bloc gouvernemental, a complètement dévissé, est éliminée très largement dès le premier tour en ne faisant que 12%, et la gauche est elle aussi éliminée, mais avec un événement notable, qui est que LFI s'est fait largement surclasser par la candidature du Parti socialiste. La candidature du Parti socialiste fait 16,9%, quand la candidature LFI fait 8,1%. Donc, avec certes une participation relativement faible, mais pas si négligeable pour une partielle, hein. Il y avait 32% de participation
à cette élection partielle. Eh bien, les premiers enseignements qu'on peut en tirer, c'est que le Rassemblement national reste très implanté, que tout ce qui touche de près ou de loin au gouvernement est emporté par la vague, et que du côté de la gauche, eh bien, finalement, il y a une bascule sur le leadership qui est en train de s'opérer entre le LFI et le Parti socialiste, mais ce qui ne permet pas, notons-le quand même, à la gauche de reprendre réellement pied, puisque là où la gauche unie faisait 23%, là en ordre dispersé, elle fait 25%, soit à peine plus, mais enfin rien qui lui permette de venir prétendre à disputer le deuxième tour, où il faudra regarder ce qui se passera, notamment sur une question importante, qui est à nouveau le barrage républicain, qui a été appelé dès hier soir par les différents candidats. Politique. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Oui, je fais ça très vite avec deux pays. Les premières élections sont celles qui ont eu lieu au Portugal. C'est des élections qui me tiennent à cœur parce que elles me donnent à voir tout ce phénomène de démocratie minoritaire que je viens régulièrement exposer à votre antenne. Ayez en tête que les élections législative de 2022 devait ouvrir un cycle politique de 2022 à 2026. Sauf que ce cycle politique a été percuté dès 2024 par la démission du gouvernement sortant, et le gouvernement qui a été élu l'année dernière en 2024 a déjà démissionné pour nous ramener aux urnes sur des soupçons de conflit d'intérêts de la part du Premier ministre sortant, Monsieur Montenegro, sur des activités d'une société de conseil qui était enregistrée à son domicile et au nom de son fils. Eh bien, ce que l'on note, c'est que on ne sort pas de la démocratie minoritaire. Celle-ci continue à se prolonger, qu'on le veuille ou non. On sort de ce scrutin avec l'Alliance démocratique qui faisait la fois précédente 29,5%, qui cette fois est à 32%. Donc elle a légèrement progressé. Mais dans le même temps, le Parti socialiste, qui lui faisait en 2022 42,5%, s'est retrouvé en 2024 à peine 28%, se retrouve cette fois-ci à 23% et continue donc à s'effondrer dans ce temps-là, un effondrement qui n'est pas compensé dans le reste de la gauche qui reste à des étiages extrêmement faibles. Et pendant ce temps, on voit l'émergence de Chega, le parti d'extrême droite qui a été créé en 2019, qui est parti à 7,4% cette année-là, qui faisait déjà 18% en 2024 et qui continue son ascension en faisant cette fois plus de 22% et qui vient talonner le parti socialiste pour mener finalement la confrontation de l'accession au pouvoir. Tout ça nous donne une scène politique qui reste absolument parcellisée, puisque la droite qui est arrivée en tête, pas plus qu'elle ne pouvait le faire la fois précédente, ne pourra dégager de majorité parlementaire. Il y a 230 postes à pourvoir à l'Assemblée de la République portugaise. Eh bien, la droite en aura autour de 90. On entend encore les résultats des Portugais de l'étranger. Elle pourra peut-être avoir un léger complément avec le parti libéral, mais tout cela ne lui permettra pas d'atteindre les 116 sièges nécessaires pour avoir une majorité. Donc le Portugal va rester enfermé dans la démocratie minoritaire qui va la paralyser. Si le parti de droite, l'Alliance démocratique, va arriver à s'entendre avec le Parti socialiste, qui, c'est assez traditionnel au Portugal, laissera la droite diriger le gouvernement et mener sa politique, quand bien même elle est minoritaire. Il faudra voir désormais, par contre, comment va se positionner Chega, qui, elle, pourrait venir bousculer plus encore la manière de fonctionner au Portugal et bloquer et gripper le système. Donc l'enfermement dans la démocratie minoritaire. Et puis le scrutin peut-être le plus important qui avait lieu ce week-end, outre ce qui s'est passé en Roumanie que vous êtes en train de commenter, c'est ce qui a eu lieu en Pologne. Il y avait un scrutin présidentiel extrêmement important
en Pologne, pour la simple et bonne raison que le Premier ministre est monsieur Tusk, qui est un Premier ministre libéral à la tête de ce qu'on appelle la coalition civique. Sauf que ce Premier ministre libéral qui est arrivé au pouvoir il y a un peu plus d'un an maintenant, a les pires difficultés à gouverner, tout simplement parce que la fonction présidentielle en Pologne, quand bien même elle octroie des pouvoirs limités au président, permet au président d'avoir un droit de vote sur les initiatives législatives. Et donc, finalement, Monsieur Tusk, qui avait promis de faire 100 réformes en 100 jours, n'en a fait une douzaine. Il a donc besoin que le candidat de son camp l'emporte à l'élection présidentielle pour avoir les coups des franches. Et c'est ce à quoi les observateurs, paraît-il, en tout cas en France, s'attendaient et voyaient une large victoire de la coalition civique. Eh bien, d'une certaine manière, patatras, parce que la coalition civique est certes arrivée en tête, mais de justesse, avec 31,2%. Et pendant ce temps-là, le PiS, le candidat qui fait face, qui était le candidat du président sortant, bah, le PiS est juste derrière avec 29,7%, le parti droit et justice. Et non seulement il est juste derrière à quasiment 30%, mais en plus il bénéficie potentiellement de réserves de voix importantes, puisqu'il y a un parti libertarien qui a fait une percée et qui fait quasiment 15%, et il y a un parti royaliste qui, lui, est au-dessus des 6%. Tout ça fait que les reports de voix pour l'élection et pour le second tour qui aura lieu le 1er juin vont être à regarder de très près, parce que la victoire du parti de la coalition civique n'est absolument pas assurée. Au contraire, peut-être même que le rapport de force est en train de basculer. Et si le rapport de force bascule le jour du scrutin, il faudra voir si finalement la coalition civique sera en capacité de gouverner dans cette forme de cohabitation avec un président de la République qui serait issu de droit et justice, ou s'il y aura un retour, une fois encore, aux urnes, en Pologne comme un petit peu partout ailleurs, du fait de ce blocage institutionnel. Et je termine là-dessus parce que ça va rejoindre vos préoccupations. Il faudra regarder comment on va agir l'Union européenne dans la séquence. Est-ce qu'elle va aller prêter main forte comme elle essaie de le faire actuellement à la coalition civique en préférant la paralysie qui s'installerait alors en Pologne d'un point de vue politique, au fait que ce serait droit et justice qui l'emporterait et un retour aux urnes qui serait susceptible d'amener au pouvoir et de ramener au pouvoir le PiS qui, on le sait, a souvent des orientations contraires à celles de Bruxelles, tant sur les orientations politiques que sur la question ukrainienne. Voilà pour ce petit coup d'œil sur les scrutins du week-end. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.